Free audio post-production by alphonic.com. Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié au remake de films et de séries. Je suis Bastien et pour participer aujourd'hui, c'est l'équipe que vous connaissez avec Cynthia, Salut, Élise salut et Hugo. Hello. Comme la tendance a l'air de se préciser depuis quelques mois avec les épisodes de Cynthia plutôt comédie / Lindsay Lohan et les miens avec de la bagarre, on va continuer dans la dynamique puisqu'aujourd'hui on va parler de Robocop, l'original de Paul Verhoeven en 1987 et le remake de José Padilla en 2014. C'est parti. Alors, Robocop, c'est donc à l'origine un scénario d'Edward Neumeyer et Michael Miner qui traîne à Hollywood depuis un petit moment. Le studio Orion Pictures et le producteur Mike Medavoy proposent le scénar à Paul Verhoeven. Il vient justement de finir La chair et le sang. C'est un film tourné en anglais dans lequel on retrouvait son acteur fétiche Rutger Hauer. Verhoeven a souvent raconté la genèse du film, puisqu'il a refusé le scénario 3 ou 4 fois, trouvant ça complètement nul, avant que sa femme ne lise le scénario également, et en lui disant qu'il pourrait certainement en tirer quelque chose d'intéressant et de satirique. Du coup, il accepte, à condition de pouvoir retoucher un peu le script, et il quitte les Pays-Bas pour Los Angeles. La suite appartient à l'histoire, puisqu'il deviendra un des réalisateurs stars des années 90 à Hollywood, enchaînant les hold-up avec des films presque tous devenus cultes, Total Recall, Basic Instinct, Starship Troopers, Showgirls, etc., avant de quitter Hollywood au début des années 2000, après le semi-échec de L'Homme sans ombre. Et aujourd'hui, il continue sa carrière un petit peu moins prolifique en Europe, mais toujours aussi brillante. Hugo, je te laisse le soin de résumer l'histoire, parce que je crois que le premier est un de tes films cultes. Oui, bien sûr. Il a attendu longtemps pour ça. À la fin du XXe siècle, la ville de Détroit est dirigée par un conglomérat militaro-commercial, l'OCP. Les dirigeants ont un rêve, bâtir la ville de Delta City sur les ruines de la vieille cité, minée par la violence et la pauvreté. Pour arriver à leur fin, l'OCP a des projets de robots policiers, dont celui de Robocop, basé sur un humain. Alex Murphy, flic fraîchement transféré dans un nouveau district, poursuit un gang de criminels avec sa nouvelle coéquipière Anne Lewis. Malheureusement, lors de l'opération, Murphy est capturé et violemment assassiné par le gang. L'OCP récupère son corps et le transforme en Robocop. Il est vite envoyé sur le terrain pour combattre le crime et restaurer l'ordre en obéissant à ses directives. L'une des affiches d'origine clame fièrement sa baseline, 50% homme, 50% machine, 100% flic. Oh putain, c'est kitsch. Ah, c'était les années 80. Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu. J'ai la joie immense de vous présenter Robocop. Vous allez venir avec moi, mort ou vif. Murphy, c'est vous. Lâchez votre arme. Au nom de la loi, je vous arrête. C'est un projet qui a mis pas mal de temps à se concrétiser et il est passé entre quelques mains. Est-ce que vous avez une idée des réalisateurs envisagés et des acteurs qui auraient pu jouer le rôle ? Voilà un petit Schwarzy. Ouais, Schwarzy, ça paraît évident. Oui, Schwarzenegger était dans la liste. Ils ont commencé à faire des tests préparatoires sur les costumes. Il rentrait pas dedans, ouais. En fait, ça faisait un robot beaucoup trop massif qui n'était pas à l'image du scénario. Ouais. Il y en a un qui a tourné dans 2 films avec Verhoeven. C'est Michael Ironside. Ah. Il veut réécrire des passages du scénario, ça plaît pas à Verhoeven, il le dégage. Il y a un réalisateur plutôt connu aussi. Carpenter ? Non, pas Carpenter. C'est un cinéaste canadien, Cronenberg. David Cronenberg. Ah oui, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal. Ouais, ça aurait été bien. Il trouvait le côté satirique trop évident. À cette époque-là, la production veut Stallone dans le rôle. Et Cronenberg, il se dit non, ça va pas du tout coller. Tu m'étonnes. Hein. Est-ce que vous pensez que le film Robocop a eu du succès à l'époque ? Moi, je dirais mitigé. Ça a dû pas plaire à certains, c'est sûr. Tu dois avoir 50-50 qui trouvent que c'est un film de bourrin débile et d'autres qui voient la satire et qui trouvent que c'est bien. Au niveau du public et box-office, ouais, je pense que ça a fonctionné. Le film a coûté 13 millions de dollars et il en a rapporté plus de 130 à travers le monde. Pouah. Ça a fait à peu près 10 fois son budget. Ah ouais. Ah, parce qu'il y a eu des dessins animés aussi. J'avais complètement zappé Elise, t'as raison. Parce que moi, j'ai connu Robocop avec le dessin animé, pas du tout avec le film. Il y a eu une série télé et il y a eu 2 dessins animés. Et plein de jouets. Côté critique, le film a été assez mal compris parce que les journalistes ont eu du mal à situer le film entre un espèce de pamphlet gauchiste opposé à des politiques ultra sécuritaires. On rappelle qu'en 87, c'est Ronald Reagan qui est au pouvoir. Qu'on est vraiment en plein libéralisme. Et de l'autre côté, ils voyaient potentiellement une vision très droitière d'un monde en plein chaos qu'il fallait absolument contrôler par tous les moyens.
Mais le film marche quand même pas mal. Il obtient à l'époque plusieurs Saturn Awards, les Oscars de la SF. Il gagne aussi un prix au Festival d'Avoriaz. Et puis quand même, avec le temps, le film va devenir assez culte. Il va générer 2 suites au cinéma, 2 séries d'animation et une série télé en 94. Tout ça est assez peu mémorable. Totalement. Du coup, la licence est au point mort au début des années 90. Et c'est Sony qui récupère les droits en 2005 avant de passer la main à la MGM en 2008. À partir de là, ça va presque devenir un development hell. Oh. Le remake met quasiment 10 ans à se monter. Eh ben. Il y a un cinéaste qui a eu la main sur le projet, Michael Bay? Zack Snyder? plus auteur. District 9, c'était qui déjà? Neil Blomkamp. Neil Blomkamp. Non, il y a un cinéaste très connu, Darren Aronofsky, Ah! qui a développé le projet pendant plus d'1 an. La MGM subit des gros contre-coups financiers à un moment. Du coup, elle veut imposer le film en 3D et Aronofsky finit par lâcher l'affaire. Oh là là. Le projet redémarre avec le cinéaste brésilien José Padilha, qui a attiré l'œil des Américains avec 2 films Tropa de Elite, dont le premier avait remporté quand même l'Ours d'Or à Berlin en 2008. Ah oui. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de qui a été envisagé pour le rôle de Robocop? Alors, je crois qu'il y avait Fassbender. Ouais, Fassbender est dans la liste. J'aurais été très contente. Alors, il y a 2 autres acteurs qui sont assez connus, Russell Crowe, Ah ouais, non. Bizarre. Chris Pine aussi, qui est Ah. envisagé dans le rôle. Ok, ouais. De l'aveu même de son réalisateur, le tournage du remake de Robocop a été un enfer. Ah. Il explique que toutes ses idées ont été refusées par le studio et il décidera par la suite de plus jamais bosser pour un gros studio. Ouais. Le film obtient des notes assez moyennes, 6,1 sur MDB et 50% sur Rotten Tomatoes. Les critiques parlent souvent d'un film qui n'arrive pas vraiment à saisir l'esprit de l'original, mais qui traite quand même son thème avec intelligence. D'autres parlent clairement d'un remake inutile. Et le film a un budget entre 100 et 130 millions de dollars, sans compter le marketing. Il rapporte que 242 millions dans le monde. Wow. Donc c'est plutôt considéré comme un échec. Et pour l'instant, c'est le point final de la franchise. Pour l'instant. Le concept de Robocop, ça oblige quand même d'avoir un traitement un peu particulier. Et peu importe les qualités ou défauts de l'original ou du remake, c'est des films qui sont quand même le reflet de leur époque. Avant d'évoquer les personnages, qu'est-ce que vous avez pensé de la forme des films? Je parle vraiment de mise en scène, de ton global. Celui de 2014, c'est tourné comme un blockbuster. Il est efficace, des plans sont là, mais je trouve qu'il n'y a pas d'âme. Moi, je suis très fan de Paul Verhoeven, sa façon de filmer, et je trouve que dans le premier Robocop, t'as un côté, comment dire, de proximité, je trouve. Je me souvenais plus que c'était un plan séquence, la première fois que t'arrives dans l'OCP, qui suit les 2 personnages, qui passent tout d'un coup au niveau de Dick avec le boss, qui revient, il s'assoit, il commence son discours, ça va vers la maquette de Delta City. Moi, je trouve ça génial. Même la façon dont l'opération est filmée, t'es perdu comme le personnage, c'est-à-dire, il est en train de se faire déchiqueter de tous les côtés, la caméra est pile dans son nez, dans les mains du médecin. Alors que dans 2014, tout est clinique, en fait, quand c'est filmé, c'est... Tu sens qu'il y a la supervision derrière qui a repris tous les plans et tu sais, il faut que ce soit un peu dans le même moule des blockbusters. La 3D dans le 2014. On est d'accord que tous les plans où tu vois Robocop de plein pied, c'est de la 3D. Il y a un vrai costume parce que tu le voyais sur des photos de tournage. Maintenant, dès qu'on passe à de l'action pure, évidemment qu'il y a de la CGI et on est d'accord qu'elle est pas dingue. Ah, je vous trouve dur. Hein. Ouais, moi je trouve que les effets spéciaux et la CGI, c'est un peu les meilleurs trucs du film. Je suis totalement d'accord, je trouve que c'est pas non plus si dégueu. Ouais, je trouve pas ça forcément mal fait. En revanche, ce qui me gêne, c'est que je ne sens pas la lourdeur du robot. Ah oui, non. C'est vrai. Là où en fait, dans le Verhoeven, et aussi parce que les effets spéciaux étaient plus limités à l'époque, on n'a pas besoin de cette machine qui va faire des cabrioles sauter partout et tout machin. Non, on sent un espèce de tank qui détruit un mur, etc. C'est ce qui, moi, m'a un peu dérangé dans les CGI, c'est que c'était un peu sans âme. Dans le remake, j'ai l'impression que c'est plus, on va dire, une machine bien huilée. Tu sens que derrière, c'est tout neuf, quoi. C'est smooth, enfin, tu vois, comme une nouvelle voiture neuve. Ouais, c'est super fluide. À ma défense, je parlais pas des effets 3D. Je parle plus des valeurs de plan et de la façon dont c'est filmé, où c'est juste filmé de façon efficace. Ah oui, je suis d'accord. La scène d'action vers la fin, quand il arrive dans Omnicorp, quand il passe en dessous des robots bipèdes, t'as des plans pauvres qui tirent dans tous les sens, que tu comprends rien à ce qui se passe. Oui, là, oui. Par rapport à un Robocop de 80 qui est inarrêtable, qui est juste une machine plantée au milieu de l'action, qui subit rien et qui dégomme tout le monde. Ouais. Je vais encore faire mon discours de boomer, mais j'aime bien quand c'est un peu plus posé. Mais par contre, ça paraît logique finalement que le Robocop de 2014, le costume soit plus léger. Oui. Aujourd'hui, les matériaux qu'on utilise font que les armures sont beaucoup moins lourdes. Moi, je trouve ça normal que le Robocop de 2014 soit pas un espèce de tank énorme qui fasse un bruit pas possible quand il marche. Après, par contre, je suis d'accord que ça a moins de gueule, mais pour moi, ça ne l'aurait pas fait en 2014. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'inspiration sur le côté robotique avec Iron Man. Ouais, c'est une bonne remarque. Et je pense qu'ils se sont inspirés parce que ça parlait plus à ce genre de public. Le tout premier Robocop, c'est plus de nettoyer entre guillemets la ville et la police, alors que dans le deuxième film, on parle plus de guerre en fait, et d'une guerre à l'étranger. Ils s'entraînent les robots pour aller sur le terrain et voir s'ils sont capables de tuer des gens à distance. De base, ça parle pas de la même chose. Les 2 Robocop sont différents. Dans le deuxième, d'abord, elle est utilisée à l'étranger
pour des armes militaires pour ensuite essayer de les ramener et de la commercialiser aux États-Unis. Alors que dans le 80, t'as un peu l'inverse en fait. C'est vraiment les dérives du capitalisme. Ouais. On doit sortir un produit un peu imminent pour pouvoir le tester, pour pouvoir après le vendre à l'armée. Après, il y a tout le côté marketing aussi qui revient dans celui de 2014. T'as 2-3 publicitaires qui sont avec l'équipe qui testent et sondent le public pour se dire attends comment il est perçu avant de sortir quelque chose et évidemment d'éviter les erreurs. Donc c'est ça évidemment c'est plus dans l'air du temps. Les deux approches sont cool pour le même but et je trouve que c'est bien que 2014 ait pas essayé de faire un remake complet de ce truc. Ce qui est intéressant quand on réécoute les interviews de Verhoeven à l'époque, lui-même avoue en fait que le scénario est complètement insensé. Il dit mais c'est pour ça que moi j'ai décidé d'y aller avec une tonne de second degré et de produire un espèce d'actionneur bourrin avec toute la vulgarité des années 80, un espèce de mauvais esprit pulp, réac et provocateur. Ça donne une vraie satire de la société américaine avec ses yuppies, la coke et les putes, la désinformation, le consumérisme, le spectacle d'ultra-violence duquel on jouit. Ah ouais, ça y va. Il a l'intelligence d'insuffler à son film toute une ambiguïté qui fait que toute cette violence, elle fait sa propre critique. C'est tellement exagéré que c'est difficile de ne pas voir le second degré qu'il y a derrière. Curieusement, beaucoup de gens sont passés à côté. Mais c'est vrai qu'avec toutes les petites pubs, les gosses qui jouent à un jeu de société où ils doivent protéger leurs frontières Nukem. avec des armes nucléaires, etc., ça paraît complètement fou. Ou les espèces de journalistes dans les JT qui parlent avec un grand sourire de meurtre, de réchauffement climatique, de guerre, etc. Ou d'impérialisme américain global et tout. C'est génial. C'est hyper poussé, quoi. Le truc du laser satellite qui a posé problème et qui a tué je sais pas combien de personnes aux États-Unis, dont l'ancien président, ça m'a tué. Non mais c'est hilarant, enfin franchement... Pour parler du capitalisme aussi, il y a un moment où les mecs, quand ils vont pisser, ils ont l'écran de la bourse devant leurs yeux constamment, en fait. Genre, faut rien rater, argent, 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 tout le temps. Ah, c'est les années 80. I'd buy that for $1. À l'opposé, le réalisateur du remake disait moi, mon film s'éloignera de la vision de Verhoeven et il s'interrogera sur la manière dont un humain doit tenter de rester lui-même face à sa nouvelle condition de machine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il essaye de prendre un peu le contre-pied parce que Verhoeven s'intéresse, en tout cas au début, assez peu à sa machine et à l'humain qui est à l'intérieur. Là où, en fait, le film de Padilla joue complètement ce truc-là, il rentre C'est beaucoup plus l'inverse, là-dedans. ouais. Dès le début, il donne une place hyper centrale à l'humain devenu machine. Le personnage de Murphy a conscience tout de suite de ce qu'il est devenu. Oui. Il y a un pari intimiste de remettre en plus le foyer familial très cher aux Américains, tu vois, au centre de l'intrigue. Il y a vraiment ce truc des blockbusters des années 2000 qui ressort beaucoup en fait et qui enlève un peu tout le côté d'auteur juste dans la mise en scène. C'est surtout qu'il manque une partie de l'humour, quoi. Ah, clairement. C'est ce qui fait pour moi le sel du premier Robocop, c'est satirique et c'est très drôle. Ça va loin dans l'humour noir et dans le cynisme. Effectivement, c'était intéressant de prendre le contre-pied là dans le remake, mais ça aurait pu être intéressant s'il y avait aussi un truc en plus. Et même le côté foyer, etc., ce qu'ils ont essayé d'amener, c'est gommé au final. Et on part dans un truc qui est extrêmement classique, qu'on a déjà vu 1000 fois. Au final, c'est effectivement un film lambda qu'on a déjà vu. Il est efficace, c'est un bon film d'action, mais ça n'a rien à voir avec le Robocop original. Et surtout que l'humour dans le Robocop original justifiait presque l'hyper-violence du film et te désensibilisait du truc, tu vois, tu disais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait. Oui, complètement. La mort de Murphy, c'est quand même pas le truc le plus propre qui existe, quoi. Moi, je m'attendais pas à ça aussi en le voyant. J'avais vu, je crois, une petite vidéo du joueur de grenier. Je me souviens qu'il avait dit que c'était violent, mais alors j'avais complètement zappé ça. C'est vrai que ça m'a choqué la première fois. Je me suis dit, ah, bon, d'accord, on est dans ce genre de film. Let's go. Oui, non, c'est super violent. Est-ce qu'on parle un petit peu des personnages? Déjà, évidemment, Robocop, Alex Murphy. C'est marrant parce que Peter Weller, en fait, j'ai toujours cette image de grincheux, mais à cause de ses rôles plus tard. Ah oui, ça doit pas être le plus aimable des acteurs. Mais c'est marrant parce que quand tu le regardes dans le Robocop, de le voir en jeune flic fringant, papa gentil, qui fait son petit mouvement de cow-boy, qui a toujours le gros sourire avec sa collègue, c'est marrant. Oui, il fait très sympathique comme ça, en fait. Moi, je l'ai vu que dans Dexter, je crois. J'aime bien ce côté premier de la classe, mais qui va se faire désinguer, en fait. Je trouve que ça va encore mieux avec l'aspect qu'il a plus loin dans le film quand il enlève son masque, complètement déformé et transformé en monstre. Après, parler de son jeu d'acteur en tant que Robocop, c'est un peu dur. Je trouve ça assez génial d'avoir trouvé un acteur qui a pu donner corps complètement au personnage. Quand il est Alex Murphy, un flic plutôt détendu, qui vient de se faire muter un peu des beaux quartiers, bon, il va vite être mis hors course. Et en fait, dès qu'il est Robocop, on est dans une absence totale d'humanité. Il joue un truc assez stoïque. L'évolution de sa gestuelle au fur et à mesure est impressionnante, je trouve. Ouais. Autant t'as le côté gros robot qui arrive quand il est dans le commissariat, ce mouvement super mécanique de pistons et autres, qu'il arrive à faire évoluer au fur et à mesure qu'il récupère un peu de son humanité. C'est vrai que du coup, on a l'impression qu'il fait pas grand-chose parce que justement, il est mécanique et on voit pas d'émotion, mais le faire, c'est du coup un bon jeu d'acteur en soi.
Ouais, toute proportion gardée, je pense à un Schwarzenegger dans Terminator, c'était le casting parfait. Et là, d'avoir Peter Weller, c'est un mec qui a eu l'intelligence de se mettre en retrait, de jouer de sa gestuelle, avec un visage très peu expressif, bien aidé par les maquillages. Incroyable, hein, quand même. Quand il enlève son masque, c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Ça, c'est très bien fait, ouais. En relief avec le remake. Alors, j'aime bien Joel Kinnaman. Moi aussi, je l'adore, mais... Il est malheureusement pas toujours très servi, je pense, par certains choix de casting, mais peu importe. Non, mais du coup, je trouve qu'il fait banal. C'est anecdotique, quoi, presque. À mon sens, il y a un problème avec le costume, en fait. D'avoir fait le costume comme forme de cagoule qui l'englobe complètement ne donne pas très peu d'impression de bizarrerie, de machine reconfectionnée. Et en plus, ce choix de lui donner une humanité très présente dès le début, il y a un truc qui est beaucoup plus complexe à jouer et du coup, la sauce prend pas tout le temps, quoi. Ouais. Un autre personnage très important, c'est Anne Lewis, la coéquipière de Robocop dans l'original, qui est transformée en personnage masculin dans le remake, Jack Lewis. Alors, Anne Lewis est jouée par Nancy Allen. Mais oui, c'est la méchante dans Carrie. Dans le remake, elle devient Jack Lewis, qui est joué par Michael K. Williams, inoubliable pour son rôle dans The Wire, qui du coup devient un second rôle, qui d'ailleurs disparaît une grosse partie de l'intrigue. Bah, trop dommage d'avoir lissé le personnage de Anne Lewis, justement, qui était un peu une femme forte, badass. C'était trop bien. Moi, quand j'ai vu Robocop là, alors que ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, j'étais hyper agréablement surprise. Je me suis dit, waouh, c'est cool d'avoir mis une nana qui direct envoie des gros coups de poing dans la tronche, mais qui en même temps est sensible, qui va aider le personnage. Enfin, honnêtement, c'est le genre de personnage féminin qu'on veut voir, en fait. Ouais, et qui ne servent pas de plot twist au côté amoureux du personnage principal aussi. Voilà. En plus, ils sont mignons entre eux parce que tu sens vraiment juste une amitié et ils admirent chacun l'autre. Il y a une petite complicité. Lui, il parle de son fils. Enfin, il y a un truc qui se crée comme ça. C'est trop beau, la relation qu'ils arrivent à créer en si peu de temps. Ouais. Dans le remake, ils ont changé le personnage pour un homme. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Mais le personnage, de toute façon, ne sert à rien, en fait. On le voit même pas au début, on apprend juste qu'il est à l'hôpital, et après il revient, puis après il repart, bon voilà, super. Honnêtement, il ne sert à rien pendant tout le film, donc... Je l'ai oublié pendant tout le film. Ah, il est anecdotique. Probablement, comme ils ont rajouté le personnage de la femme de Murphy très présente, ils se sont dit, c'est bon, on a un personnage féminin qui va nous servir à autre chose. Ouais, peut-être. Donc en fait, Lewis, c'est un argument de scénario, il va être vaguement utile dans le final, et donc du coup, bah ouais, il est inintéressant au possible, quoi. Mais sa femme est inintéressante au possible. Bah on peut parler de sa femme, du personnage féminin de Clara, qui est jouée par Abby Cornish, mais qui se retrouve aussi pas forcément avec grand-chose à jouer, ou en tout cas des choses assez clichés, en fait. Oui, elle joue la veuve éplorée. Tu te dis pourquoi pas le fait de mettre dans la balance des questions un peu éthiques, morales. Ça parle un peu d'euthanasie. Tu te dis est-ce qu'il valait mieux pas le laisser partir, etc. L'idée de départ est bonne, mais malheureusement, ça va pas assez loin. Elle passe son temps finalement à chouiner, à pleurer, à pas savoir, à être un peu en colère, comme son gosse qu'on voit un tout petit peu au début, après on le voit plus. Voilà, enfin c'est... Ouais, on souffle. C'est dommage. C'est vraiment un personnage qui peut pas exister par elle-même, quoi. C'est ça qui est triste. À un moment, je me suis fait la remarque en me disant, il y a quasiment un film à faire sur ce personnage d'une femme dont le mari est décédé et qu'on va réanimer artificiellement, dont on va faire un robot. Oui. Et en fait, elle vit un putain de drame humain. Elle pourra jamais retrouver l'homme qu'elle aimait. Il a une forme complètement changée. On parle même pas du côté charnel. Comment est-ce qu'on se retrouve intimement alors que l'enveloppe corporelle est totalement changée? Est-ce qu'il fallait en faire un vrai truc dans Robocop? Je sais pas. Malheureusement, le film n'a absolument pas le temps de développer ça. C'est pas le sujet, pourquoi pas, mais du coup c'est dommage d'avoir essayé de le mettre en avant pour aussitôt le ressortir. Ça tombe à plat, quoi. On va juste parler du coup des gros méchants. Dans l'original, on a l'OCP, on a le vice-président Dick Jones, joué par Ronnie Cox, qui a abonné à ce type de rôle dans les années 80, qui est vraiment une raclure pas possible. Côté remake, on a Sellars, joué par Michael Keaton, qui est un personnage de PDG beaucoup plus contemporain. Moi, je trouve qu'il marche bien parce qu'il rend vraiment détestable, en fait, le personnage. Je sais pas. Je trouve que Michael Keaton, il joue bien dans ce genre de rôle. Son détachement constant en fait quand même une sacrée enflure. Alors même qu'il n'est pas caricatural comme l'est Ronnie Cox dans l'original. Oui. Dans Robocop, t'as vraiment côté 80, je veux mes actions, je veux que ça marche, je veux mon bis, je veux ma thune. Et dans l'autre, je trouve qu'il a même un côté un peu plus effrayant parce qu'il est même global. Oui, bah comme il est plus crédible, il fait plus peur. Il ressemble beaucoup à des gens qui existent vraiment, en fait. Ouais, parce qu'il est moins caricatural. Alors que dans celui des années 80, il est tellement too much, bah ça fait presque un méchant de... C'est Santa Barbara, quoi. Ou un méchant dans Batman, tu vois. Ah oui, c'est très comique, ouais. J'adore la scène où ils sont tous au chiottes. Ah oui. Pendant que les autres pissent, elles sont en train de se foutre de sa gueule. Et du coup, évidemment, il sort et il va menacer le personnage de Miguel Ferrer. Vous avez insisté. Et vous avez insulté vos employeurs avec votre créature bâtarde. J'avais un contrat avec l'armée pour la fourniture de ED-209 avec les reprises possibles et les pièces de rechange pendant 25 ans. Qu'il fonctionne ou pas est sans intérêt. Le grand patron trouvait que c'était très important. Dick,
Mon cher, vous avez voulu péter l'eau que votre derrière. Vous avez perdu les pieds là. C'est tellement caricatural. Oui, c'est très drôle. On dirait une scène de feuilleton, en fait. Alors que l'autre, effectivement, comme il est plus malin, il cache ses intentions, il essaye de paraître bien au niveau de la presse, au niveau de la famille, etc. Il arrive à masquer tout ça, alors que derrière, ses intentions sont mauvaises. Ça en fait quelqu'un d'effectivement un peu plus effrayant, plus crédible, mais moins marquant aussi. Un autre personnage aussi important, c'est le personnage, on va dire, du papa de Robocop. Morton, joué par Miguel Ferrer dans l'original, et Norton, joué par Gary Oldman dans le remake. Ces deux personnages qui ont vraiment un traitement différent. Oui, mais Morton, il est ni scientifique, ni ingénieur. Il se repose sur la nana, qui est la maman, finalement, de Robocop, je trouve. Ah oui, il y a une scientifique, c'est vrai, qui l'embrasse pendant le Nouvel An. Là. Pour moi, c'est plus elle, sa maman. Et surtout, dans celui de 80, ça fait en sorte que le Robocop reste un produit de la multinationale. Et pas forcément une espèce d'idéologie de soins pour vétérans. T'as pas besoin de toute une scène avec un mec qui arrive pas à jouer de la guitare parce qu'il est trop émotionnel, quoi. C'est vrai que ça, c'est un peu ridicule. C'est pour détacher le personnage de Sellars, tu vois. Mais bien sûr, pour lui donner un bon rôle. Voilà, il y a un personnage qui est gentil qui sera du côté de Robocop. Ce sera pas comme celui de 80 où en fait il est livré à lui-même et il doit se faire sa propre morale, sa propre justice alors qu'on lui a inséré des directives de machines qu'il peut pas affronter. Norton dans le remake, effectivement, ils ont voulu faire en sorte que ce soit un gentil. Enfin, il a pas de mauvaises intentions. Lui, il le fait pour la noblesse, c'est-à-dire aider les gens qui en ont besoin. Il a quand même une certaine forme de cupidité. C'est quand même un mec qui, certes, au départ, a des bonnes intentions, il soigne les vétérans, etc. On lui file un max de pognon pour faire une expérience sur laquelle il est quand même pas hyper chaud au départ. Ouais. Il finit par le faire, et puis à chaque fois, en fait, on rajoute une couche, parce qu'on lui dit, ton Robocop, c'est bien, mais par contre, il a trop d'émotions, donc change la puce dans son cerveau. Bon, il finit par le faire. Ouais. Puis après, on lui redit un autre truc, etc. Il dit, bon d'accord, mais je veux que vous financiez mes recherches sur 10 ans. Ouais. Il est effectivement plutôt bienveillant avec le personnage de Robocop, mais il accepte quand même assez facilement de modifier. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est presque un petit peu dommage de pas avoir plus joué sur l'ambiguïté. Oui. Quand t'as Gary Oldman, a priori, tu peux lui demander ce que tu veux en termes de jeu. Après, est-ce que c'est pas encore une fois des directives où ça a été un peu bloqué Oui, au niveau des studios. Bon, alors du coup, parlons de Clarence Bodiker. C'est Cruella dans Les Sœurs Dalmatiens. Mais oui. C'est le personnage pas du tout crédible, qui est tellement too much que c'est jouissif, en fait. Et surtout qu'il a pas le physique d'un méchant, il a le physique d'un nerd. Ah non, je suis pas d'accord. Ah, je sais pas, on dirait juste un vendeur de voitures qui va t'arnaquer. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est hyper amusant parce que je suis gosse, je vois Robocop, donc je découvre Clarence Bodiker, joué par Kurtwood Smith, mais des années plus tard, je regarde la série That 70's Show. Ah. Oui, voilà. Et qui est le père du héros? Bah oui, c'est lui. Pendant une saison, j'ai énormément de mal à me sortir Bodiker de la tête, et c'est lui que je vois à chaque fois que je regarde cette série-là. Alors que moi, c'est l'inverse. J'ai vu la série That 70's Show avec le papa un peu bougon. Moi, ça m'a éclaté de le voir aussi méchant. Et c'est une saloperie de première, quoi. C'est une ordure. Au tout début, ils sont dans une espèce de fourgon. Il y a un de leurs hommes de main qui est blessé. Et hop, il le balance en rigolant et pour ralentir la voiture des flics, quoi. Can you fly, Bobby? Quel prince. Quand il va voir Dick pour se plaindre, Oui. juste quand il s'en va et le discours de Dick, ça fera beaucoup de personnes qui peuvent être corrompues avec des jeux, Oui. des drogues, de la prostitution, et tu le vois derrière, en train de s'arrêter, de faire un petit tour en arrière, et puis On pourrait être copains, au final. il peut pas s'empêcher d'être méchant. Mais du coup, tout le gang qui est avec, Oui, on dirait les hyènes dans le Roi Lion. Oui, c'est vrai, t'as raison, les hyènes. il reste un personnage que je trouve intéressant, et là, qui est créé pour le remake, c'est le personnage de Samuel Jackson, présentateur de télé, Pat Novak. C'est Alex Jones, c'est incroyable. C'est Infowar aux États-Unis. Un mec qui est dans sa bulle médiatique, qui fait que parler de complot. Je pensais à Joe Rogan, moi. Ouais, Alex Jones, il est beaucoup plus politique. Apparemment, il est inspiré de Bill O'Reilly. De la Fox News, j'avais entendu parler, ouais. Moi, je trouve que c'est un personnage intéressant parce que du coup, il ramène aussi tout un côté politique. Oui, bien sûr. C'est presque plus proche de ce qu'on peut trouver derrière chez Verhoeven dans Starship Trooper. C'est un personnage qui est too much, qui du coup commence à partir un peu plus dans la satire, même si finalement il est assez proche de la réalité actuelle. Oui. Mais du coup, ça aurait mérité d'être presque plus poussé. Bah ouais. À la fin du film, il interview Michael Keaton. Il interview aussi le député qui a créé la loi qui empêche les robots de pulluler sur le sol américain. Et dès qu'il y a une question un peu ambiguë et que le mec va essayer de déjouer le truc, hop, il le dégage. Il est clair que c'est une tentative pour retourner l'opinion publique avec un coup marketing. Ce qui est clair, c'est qu'avec seulement un système en place, nous avons réduit le crime de 80%. Je vous laisse imaginer si nous mettions, allez, disons une centaine de systèmes en place. Alors je veux que vous vous posiez la question, pourquoi vous ne nous soutenez pas? C'est ça votre... Merci, monsieur le sénateur. Et merci à vous, Raymond. Merci, Pat. Bien. Vous êtes témoin. Est-ce que notre Sénat est pour le crime?
Il est pro-armement et pro-conglomérat militaire. C'est con qu'il l'oublie vite, par contre, du coup, je trouve. Enfin, ils ont vraiment, pour le débat, mis un personnage qui était pro-robot, un personnage qui était contre. Donc ça, c'est pas mal pour garder un peu le débat, en fait. Mais effectivement, après, on le voit plus trop, ce perso. Et c'est dommage, ça aurait été plus rigolo, comme dans le film original, que ce soit rythmé au fur et à mesure, avoir lui, ce personnage-là, qui faisait une sorte de petite satire un peu abusive, où on se dirait, ah ouais, quand même. Le film, il a un peu le cul entre deux chaises, le remake, je trouve. Il critique, mais en même temps... Ça va pas au fond, quoi. Oui, c'est ça, ouais. En même temps, il faut que ça reste un film entertainment, quoi. Ce que je trouve assez génial chez Verhoeven, c'est qu'en fait, il y va pas avec le dos de la cuillère. C'est quand même un espèce d'acte de dénonciation féroce de la connerie de l'époque. Le consumérisme, la désinformation, le libéralisme, etc. Tout en prend pour son grade. Il met des personnages vraiment au niveau de la société, au niveau de toutes ces dérives. Les personnages de Murphy, Dan Lewis ou même de tous les flics, ils sont victimes de ce truc, quoi. Le commissariat est sous l'OCP, ils ont pas leur mot à dire. Et en plus, l'OCP, c'est juste des yuppies aux dents longues, une espèce d'élite financière. Ils se cachent derrière le fait qu'ils veulent nettoyer la ville, mais en fait, non. On en a parlé, mais dans la séquence avec Clarence, à la fin, il lui dit ce serait bien que ce soit toi, du coup, qui puisse dominer le marché de la prostitution, de la drogue, du crime, etc. Ouais, tu privatises tout, en fait, même le crime. Exactement. À côté de ça, l'intelligence de Verhoeven, c'est de pousser l'absurde à un point tel que ça en devient sa propre parodie. Je trouve que c'est dur de pas saisir l'ironie du film, quoi. Et en plus, il le fait en appliquant le petit manuel du produit de commande hollywoodien. Oui. Une espèce de film d'action bourrin et jouissif par rapport à ce qu'il montre. Ouais. Quand Murphy se fait exploser dans tous les sens, c'est quand même difficile de pas s'interroger un petit peu devant la jouissance qu'on peut éprouver face à ce genre de scène, quoi. Ouais, c'est pas ce pervers. J'arrive pas à savoir s'il glorifie le travail de la police. Bon, en même temps, non, parce qu'à un moment, les flics sont clairement achetés quand ils le défoncent dans le parking, ouais. Donc... ils suivent des directives aussi, hein. Dick Jones, encore une fois, contre la grève des flics, il dit mais quand on n'est pas fait pour ça, on reste chez soi. Il menace carrément les flics. Si vous voulez être des flics, c'est pour faire respecter la loi et nous obéir. Du côté du remake, il y a le côté médiatique qui est intéressant de retrouver à travers le personnage de Samuel Jackson. Mais j'ai trouvé aussi un peu dommage que les interventions servent presque plus souvent à réexpliquer l'intrigue qu'on avait déjà comprise, en fait. Ouais, et il y a beaucoup de subplots, par exemple, là où dans Robocop, toutes les actions de Clarence sont clairement liées à Dick, à l'OCP et tout ça. Alors que dans le remake, le méchant trafiquant, là, et tout le plot avec la flic, ça sert juste à engager le troisième acte du film. Il n'y a aucun rapport entre les deux, en fait. Les choses, je trouve, se lient pas assez au niveau du plot et de l'évolution. En fait, dans le remake, on a quand même un traitement politique qui est plutôt intéressant, qui se veut assez critique sur l'Amérique sécuritaire. Ça met à jour les enjeux avec, comme tu disais, Hugo, l'impérialisme américain dans les autres pays, etc. Et puis là, une forme de glorification des entreprises militaro-industrielles. Le film à mi-parcours quasiment est rattrapé par le côté vendetta personnel de Murphy. Et du coup, on perd complètement de vue les thématiques sécuritaires et commerciales. C'est pour ça qu'après, en plus, les finishes se révèlent assez décevants. Et encore tout le sujet des directives, je trouve qu'il est moins bien fait que dans le premier Robocop. Ils peuvent pas attaquer un exécutif de l'OCP. Et du coup, Dick se fait virer par le patron. À ce moment-là, il peut tirer dessus. Mais là, dans le remake, tu comprends qu'il essaie de combattre la directive. Comment il tue Keaton, en fait, t'as l'impression que c'est juste une balle perdue parce que Keaton lui a tiré dessus et du coup, ça a déclenché la gâchette. Et du coup, ça tue Keaton par des dégâts collatéraux, quoi. On peut parler maintenant de l'homme dans la machine. Moi, j'ai eu l'impression que chez Verhoeven, par exemple, que c'était, au départ en tout cas, thématique secondaire. Verhoeven va vraiment se concentrer sur son intrigue policière. Du coup, il réveille l'humain dans la machine un peu plus tard. Je suis d'accord. Dans le remake, on décide directement de donner son humanité à Murphy. C'est-à-dire qu'il est totalement conscient qu'il est dans ce corps de machine et qu'il va devoir évidemment faire avec ce nouveau corps. Il a tous ses souvenirs. Chez Verhoeven, on est dans une pure machine qui n'a quasiment aucun souvenir. C'est pas vraiment des souvenirs. Il a conscience qu'il y a quelque chose qui existe. Et il dit lui-même à Lewis à un moment, je peux les sentir mais je m'en souviens pas. Oui. C'est plus une somme d'informations factuelles. Un fantôme, quoi. Ouais, c'est un fantôme, voilà, c'est ça. Il a des informations à l'intérieur de son corps, mais en fait, il peut pas en faire grand-chose. Et du coup, il est complètement déshumanisé. Robocop, du coup, est dans son rôle parfait de machine au service de l'OCP. Il obéit à ses directives. Oui, et je trouve que la mise en scène, elle sert ça justement. Parce que dès le départ, tu le vois, il est filmé de loin, il est toujours en contre-plongée. Au tout début qu'il arrive, il y a d'abord un couloir, on le voit passer, mais on voit jamais sa tête. Et après, au moment où tu penses que tu vas voir sa tête, hop, c'est coupé. Et après, il est de dos, etc. Tu vois que la mise en scène joue vachement là-dessus. Même avant ça, t'as toute sa séquence de réparation en vue subjectif. Lui, il est juste spectateur du truc, quoi. C'est vraiment juste devenu une espèce de père Dieu dans ce véhicule de corps, mais qui vit même pas l'expérience, qui est juste spectateur du truc, quoi.
Je trouve que c'est hyper intelligent, par exemple, dans la scène du combat, la première fois où il se rend à l'OCP. Dick Jones veut le faire assassiner. Quand Robocop s'y rend, Jones lui envoie Ed 209 là. De méga robots. La mise en scène est passionnante. Elle joue sur le regard que Robocop va se faire déglinguer par l'autre machine, qui est clairement plus massive, plus forte. Et en fait, petit à petit, Verhoeven va aller cadrer le casque de Robocop qui est brisé et qui laisse apparaître son œil. Ouais. D'un coup, tu saisis que à l'intérieur de la machine, il y a un bout d'humanité qui finalement n'est plus dans juste l'action. Un peu plus humain, quoi. D'un coup, l'humanité revient et il y a de l'analyse. Et c'est comme ça qu'il bat l'autre. Cette humanité revient juste après s'être pris sa condition de robot dans la gueule avec la 4e directive. C'est à ce moment-là où tu te dis, ah ouais, putain, en fait, depuis le début, c'est quand même un robot qui a des trucs qui peut pas échapper. Et c'est une thématique qui est très chère à ces films. On est toujours dans une société qui va broyer complètement l'individu. Il n'y a qu'à voir Total Recall ou même Showgirls d'une certaine manière. Même à la fin où Robocop va réussir sa mission, flinguer Dick Jones, le président lui demande « Vous êtes qui ?» Vous êtes un excellent tireur, jeune homme. Vous vous appelez Murphy. Il a fallu que le président vire Dick Jones pour que Robocop applique encore une fois sa directive. Ouais. Robocop reste une machine jusqu'au bout. Le semblant d'humanité qu'on a trouvé à travers des scènes, il est quand même broyé à l'intérieur du reste. Il y a un moment, Clarence, il est sur le point de le tuer. Il lui envoie une barre de fer là où normalement il devrait y avoir un cœur humain. Il hurle, mais en même temps, il est pas tué. Et juste après, t'as Louis qui dit que ça va pas. Il lui dit, t'inquiète pas, ils vont te réparer. T'as vraiment ce côté-là qui est tout le temps en dualité. Puis même quand il arrive plus à tirer parce qu'il a déréglé, corrige juste son système de visée avec lui. C'est pas comme s'il regagnait ses réflexes. Dans le remake aussi, je sais pas dit là, l'intention était visiblement de traiter beaucoup plus l'intime et d'imaginer comment un homme survit à l'intérieur d'un corps qui est plus sien. L'intention est totalement louable. Ça donne lieu, on en a parlé vite fait, mais à une scène assez sidérante, peut-être la meilleure du film, où le scientifique joué par Gary Oldman va décomposer Murphy pour lui montrer sa condition. Tout le corps robotique s'en va et puis il nous reste une paire de poumons qui survivent artificiellement avec une tête. Il est ouf ce plan. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il reste plus rien. Votre corps a peut-être disparu, mais vous êtes toujours vivant. Ce n'est même pas mon cerveau. Nous avons dû réparer les zones endommagées, mais nous n'avons altéré ni vos émotions ni votre intellect. Alex, aujourd'hui, c'est vous qui contrôlez tout. C'est moi qui contrôle. Oui. Si c'est moi qui contrôle, je veux mourir. Débranchez vite tout ce qui peut me maintenir en vie. Arrêtez ce cauchemar. Donc là, il y a un vrai vertige qui s'installe, une vraie violence psychologique. On voit tout le potentiel qu'il aurait pu avoir aussi d'aller jouer avec le bizarre, avec un corps reconfiguré, tout ça. Et puis finalement, le film va pas en faire grand-chose. C'est limite un robot sur batterie, quoi, qui doivent recharger chaque soir pour envoyer dans la journée. Tu dis, ah ouais, en fait, il est rien le personnage, quoi. C'est assez flippant. On aurait aimé en fait que le film aille plus loin là-dessus. Peut-être jouer sur ses émotions, parce que le fait que Gary Oldman lui puisse lui changer une puce pour remettre une autre pour qu'il soit plus serviable, ils auraient peut-être un peu plus joué sur ça. Ouais, on retrouve les ressorts mélodramatiques avec sa femme qui à un moment va dire je le reconnais pas, j'ai senti le regard froid, machin. On n'en fait rien. Enfin. Dans un autre film de détective, j'ai l'impression que la femme, elle pourrait dire qu'il a ce regard froid parce qu'en fait, il est obnubilé par son enquête. Tu vois, c'est même pas parce que c'est un robot. Elle aurait pu être choquée, quoi, que le fait qu'il ait plus qu'une seule main ou qu'il soit un corps ultra solide, qu'il ressente pas son battement de cœur. Ouais, bien sûr. Il aurait pu avoir un côté peut-être un peu plus perturbant qui enlève son humanité. Quand tu vois dans celui 80, quand Murphy enlève son casque, il doit se dévisser des trucs, tu vois que sa peau est limite agrafée sur la partie robotique. Là, tu te dis, ok, il y a une humanité qui n'existe plus, c'est gênant, c'est dérangeant, il y a une uncanny valley. C'est vrai que dans le premier, il est vraiment plus dérangeant. Non, mais ça fait plus armure de Batman, quoi. T'as presque l'impression qu'il a un costume de super-héros plus qu'un robot, qu'il a plus du tout de corps à l'intérieur, quoi. Alors que pourtant, t'as vu ce qui reste de l'humain. Et c'est pour ça que je pense que c'est une erreur, là c'est uniquement mon point de vue, mais je pense que c'est une erreur d'avoir donné à Murphy cette conscience aiguë de son état. Ouais. Les choix de Verhoeven sur l'original sont beaucoup plus intéressants. Micro-anecdote, que ce soit le scénario de 87 ou celui de 2014, Neumeyer et Miner sont toujours crédités. Peut-être aussi c'est une volonté de leur part de se dire, on fait fi de l'ancien, part sur autre chose. Mais bon, je trouve que du coup, il y a des choix qui à la fin fonctionnent pas. C'était une bonne idée, mais ils ont pas été écoutés. Ouais, ça fonctionne moins. Padilla, il disait que justement, lui, il voulait faire un truc à la Black Mirror. Les studios voulaient pas. Le film à la fin paraît pas trop charcuté, mais du coup, c'est très aseptisé. Oui, c'est ça.
On approche de la fin et j'aimerais bien savoir quelle est votre adaptation préférée, même si on a un petit indice à travers notre discussion. Clairement, j'ai un affect pour celui de Paul Verhoeven. C'est comme mon enfance, j'ai envie de dire. Mais je peux pas cracher sur celui de 2014 parce que ça reste un bon divertissement, j'ai envie de dire. Il a essayé une approche différente, de pas essayer de faire un remake à 100% et de se casser la gueule sur un monument du cinéma. Mais je préfère vraiment celui de Robocop qui reste un classique du cinéma d'action et du cinéma en général. Moi, pour toute surprise, j'ai pendant un petit moment pas aimé le film. L'original, tu parles? Ouais, l'original. Je n'aime pas les robots de base. Ok. La première partie du film, je l'ai beaucoup aimé, jusqu'à on va dire à peu près au moment où il devient justement un robot. Après, j'ai trouvé que le rythme avait changé, je trouvais que c'était un peu plus long. J'ai vu le remake et j'ai été agréablement surprise. Mais après réflexion, j'ai quand même préférence pour l'original pour plusieurs raisons. Déjà, en termes de satire, je trouve qu'il est beaucoup plus efficace. Le remake, il efface complètement ce côté-là. T'as tout le côté FX aussi qui est intéressant, mais tu sens que c'est fait avec les mains, quoi. Et surtout, la vision du personnage de Robocop, où il essaie de chercher, on va dire, qui il est, je trouve ça plus intéressant que la version qu'ils ont fait avec le remake. Je suis un peu mitigée entre les deux. En vrai, pour cette fois, le remake ne m'a pas vraiment non plus complètement déçue. Ok. Moi, évidemment, j'ai largement préféré l'original parce que, voilà, on l'a évoqué, c'est un film qui est intelligent, qui est badass, qui est très très drôle. Je n'avais pas en tête que c'était aussi drôle. Ça envoie à fond. Enfin, on passe vraiment un super bon moment. J'ai adoré. Alors que le remake, effectivement, il est pas mauvais en soi, mais il y a pas d'âme, pas d'humour, ça se prend trop au sérieux. Je pense que les intentions étaient bonnes, parce que l'équipe qui est derrière, franchement, il y avait tout pour que ça réussisse. Bah, t'as un cast de malade quand même quand y penses. Mais le studio a tout foiré. Il y a quand même du rythme, ça passe vite, c'est pas mauvais, mais c'est pas marquant non plus. Alors que Robocop, pour moi, ça devient un film inoubliable, l'original. Je me souvenais plus que le thème du premier Robocop avait des envolées comme ça à certains moments. Ah, il est trop bien, la musique est géniale. Ouais, la musique, elle est incroyable. Et toi, Bastien, du coup? Bon, il n'y a pas de surprise non plus, et je vais répéter des choses que tu as déjà un petit peu dites. En partant du remake, qui est clairement le plus faible des deux, l'intention de base est louable, l'actualisation des enjeux est totalement logique et intéressante, mais le film est extrêmement sérieux, il fait pas le figure quand il tente de copier quelques effets de l'original. Le perso de Robocop, trop conscient de lui-même, ça aurait pu amener un discours intéressant sur le transhumanisme, etc., mais ça se complète trop dans une sacro-sainte vision de la famille américaine, etc. Si le film paraît pas si catastrophique et a clairement des atouts à titre de comparaison avec l'original, il n'arrive pas au niveau, clairement pas. Ça ressemble à un actionneur un peu banal, comme Hollywood en a produit tant. Chez Verhoeven, le film a forcément un peu vieilli dans certains effets, etc. Mais c'est toujours aussi formidable. La critique et l'ironie sont toujours aussi mordantes. Les effets en go motion de Phil Tippett, l'animation de Ed 209, ça ajoute un charme et de la chair, de l'organique. La musique de Basil Paul Doris qui est juste géniale. On a un pur actionneur de série B pour le concept et en même temps, c'est une réflexion complètement cinglante sur l'Amérique, sur l'abrutissement médiatique où Verhoeven fonce dans le tas. Du coup, il renverse son propre sujet contre lui-même. Voilà, c'est un film et sa critique en même temps. Moi, je trouve ça brillant. Lâchez cette arme. Vous allez venir avec moi, mort ou vif. Bon, bien, merci à tous les trois pour votre participation. Merci. 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 Et merci aux personnes de l'ombre pour leur aide précieuse. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast. Et on vous dit à très bientôt. Free audio post-production by alphonic.com.